Bonsoir, Azul Filaoun, salam alaikum, marhaba bikoum. Sur Microscope, ce soir, nous allons revenir au 12-12-2019. Il y a 6 ans, donc, Abdelmajid Tebboune fut intronisé président de la République par Gaïd Saleh. Nous allons revenir aujourd'hui à l'histoire de cette élection, aux désignations pour certains. Abdelmajid Tebboune donc, est là depuis 6 ans. Nous allons poser quelques questions par rapport au bilan. 6 ans après le 12-12, quel bilan pour Abdelmajid Tebboune? Nous allons essayer donc de se poser quelques questions par rapport à la légitimité et les promesses de rupture. Sur le bilan politique et liberté aussi en Algérie, économie, sociale et emploi. Comment juger le bilan économique d'Abdelmajid Tebboune, sur aussi des questions sur le bilan ou la politique étrangère et l'image de l'Algérie un peu partout dans le monde. Et donc pour en parler, pour essayer de répondre à ces quelques questions, j'ai avec moi ce soir Azdine Toumi, militant politique depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir. Bonsoir, mon ami Hussein. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation et bonsoir à tes autres invités. Bonsoir, مرحبا بك Azdine. Avec nous aussi Mohamed Mziane Rahmoun, universitaire, militant des droits de l'homme, militant politique. Bonsoir Mohamed Mziane. Bonsoir Hussein, bonsoir Azdine. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent et bien sûr à la régie, je dis un grand bonsoir. Merci Mohamed Mziane, مرحبا بكم. Azdine Toumi, alors vous êtes à Alger, nous allons commencer par Alger. L'une des premières questions qui se pose à Azdine Toumi à chaque 12-12, c'est justement en 2019, l'élection a eu lieu dans un contexte du Hirak et avec une forte abstention. En quoi ce contexte pèse-t-il aujourd'hui sur la légitimité de Tebboune 6 ans après? Il n'y a pas que les élections de 2019, du 12-12, qui ont vu, entre guillemets, un boycott. Mais en tout cas, la population n'avait pas trouvé un intérêt de se déplacer au bureau de vote pour exprimer leur voix. Donc, ne serait-ce que ça. Après, il y a eu des occasions pour le pouvoir, en quelque sorte, d'apporter la preuve que le 12-12 était un accident de parcours, entre guillemets, comme il disait à l'époque, c'était le contexte, c'était l'hiver, il y avait la météo qui n'était pas favorable, etc. Ils ont essayé de tout expliquer. Après, on a vu le référendum sur la Constitution. Il y a eu aussi un boycott massif. Donc après, même dans les élections locales, législatives, jusqu'à arriver aux élections du 7 septembre de l'année passée, qui a vu le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, s'octroyer un autre mandat. Donc durant toutes ces élections, à chaque fois, il y avait un manque de participation ou un taux de participation très faible à toutes ces élections. Ça renseigne que la population n'adhère pas à la feuille de route qui a été imposée aux Algériens depuis le 12-12. Après, vous savez, donc ce taux de participation, il va rester dans l'histoire de notre pays. Ce manque de légitimité ou cette fragilité sur le plan de légitimité va rester aussi dans le bilan de ce chef d'État, parce que tout simplement, on a essayé d'imposer une feuille de route, comme je l'avais dit, qui est tout à fait le contraire aux aspirations de la jeunesse en 2019 ou de la population. D'ailleurs, pour voir à peu près avec retrait ces 6 années, vous n'avez qu'à superposer deux images. Une image de l'été 2019 où il y avait ces milliers, pour ne pas dire ces millions d'Algériens de tous bords, de tout âge, etc., majoritairement de la jeunesse,
dans quel état d'esprit était le pays à l'époque. Donc, il y avait un Hirak qui avait suscité de l'espoir, qui était porté sur un avenir radieux, meilleur pour le pays. Les Algériens se sont dit enfin, une porte s'ouvre, une chance se présente pour le pays. Et vous avez une image d'une Algérie de 2025 pratiquement, entre guillemets, c'est l'état d'esprit, l'inquiétude, un avenir incertain, un phénomène de haraga qui est en train on va revenir peut-être plus tard quand on rentre dans le détail sur cette question de bilan. Mais en tout cas, ces deux images, et vous allez, quand vous les mettez devant vous, vous allez être stupéfait de la dégradation sur beaucoup de secteurs, sur à plusieurs niveaux. Et c'est ça la réalité qui s'impose à nous et qui nous oblige aussi, nous impose des réflexions. Donc, bien sûr, après, comme vous avez vu, en 2024, le 7 septembre, ils ont tout fait pour que les chiffres soient modifiés, retouchés, etc., pour essayer d'augmenter un petit peu. Mais les Algériens, ils savent très bien que déjà avant les élections, elles n'étaient pas transparentes et les chiffres ont été toujours manipulés depuis le corps électoral jusqu'au vainqueur. Donc alors là, en 2024. Donc aujourd'hui, la crise politique, elle s'est aggravée, la crise de confiance, elle s'est aggravée et ça ne fait que nuire à l'image de notre pays et ça ne fait que faire de notre pays un pays fragile dans son entourage immédiat ou dans un périmètre plus important méditerranéen ou à l'international. Merci Azdine Toumi. Mohamed Mziane Rahmoun. Alors, cette question de légitimité, Mohamed Mziane Rahmoun, est-ce que 6 ans après se pose toujours? Est-ce qu'elle pèse toujours sur le plan politique en Algérie aujourd'hui? Je pense que Asdin vient d'exposer en fait déjà le problème et le contexte survenu lors de l'élection du 12-12. Et juste, je vais rajouter juste un élément, c'est qu'à chaque fois que le peuple algérien boycotte des élections ou ne va pas voter d'une manière massive, les proches du régime ou les courtisans du régime ainsi que sa clientèle accusent le peuple de ne pas avoir pesé pour dire non. Alors qu'en fait, le peuple algérien sait pertinemment que le jeu électoral est biaisé. Preuve en est, c'est l'élection du 7 septembre, et pas que celle du 7 septembre. Les élections en Algérie, c'est juste une formalité. C'est celui qu'a choisi l'armée qui passe, que ce soit pendant les années juste après l'indépendance, que ce soit pendant les années 80, ou que ce soit bien après. Et bien sûr, la venue de Abdelaziz Bouteflika, c'était un choix aussi de l'armée, consensuel au sein même disons, des différents corps de l'armée. Et bien sûr, Abdelmajid Tebboune. Donc, le fait qu'il ne répond pas à une réalité algérienne qui est celle du Hirak en 2019, qui voulait un changement radical du système politique, n'oublions pas. Donc, passage à une autre, je dirais, une autre nature d'un régime, et bien évidemment, la transition démocratique, qui est la seule voie pour permettre aux aspirations algériennes de voir une manifestation réelle sur le plan politique à travers leurs représentants. De ce fait, cette forme de légitimité lui est enlevée. Ensuite, il y a aussi, même quand on n'a pas de légitimité, il est très difficile d'asseoir une certaine autorité. Et j'ai dit déjà dans l'une de vos émissions, j'ai tout simplement noté que les 3 formes d'autorité que Max Weber a mis en exergue, que ce soit traditionnelle, rationnelle ou celle traditionnelle, rationnelle, j'ai oublié la troisième. En tout cas, il ne peut pas en prétendre les avoir, de fait aussi de cette manque de légitimité. Ainsi, après son élection, il a essayé tant bien que mal d'avoir tout simplement des décisions qui pourraient le mettre sur la scène nationale ou sur la scène internationale, mais même les décisions prises malheureusement ont été
d'un revers contradictoire, tel que les BRICS, qui était déjà un revers important pour cette équipe, tel que aussi cette façon de voir les relations franco-algériennes qui ont commencé par une forme de demande, je dirais, intense et accrue que de faire admettre à la France ses crimes coloniaux. Et bien sûr, ça a donné un revers inverse parce que ce n'était pas le moment opportun, ou du moins il fallait se contenter des déclarations de Macron en faveur en faveur de l'Algérie et contre les crimes qui ont été commis par la France, et aller dans les intérêts économiques, d'aller vers d'autres intérêts et attendre le moment opportun pour arracher ceci. Or, il s'avère que même cette carte qui pouvait servir de légitimité à l'équipe dirigeante d'aujourd'hui n'a pas réellement servi. Ça a produit l'effet inverse. Au contraire, ça a poussé la France à aller vers le Maroc parce que pour beaucoup d'observateurs en France, la France s'est trop rapprochée de l'Algérie, mais n'ont rien vraiment gagné. Enfin, ça se discute aussi. Si vous voulez, on pourrait en parler. Et bien sûr, il y a aussi la question aussi de la diplomatie en général, que ce soit par rapport à nos frontières, donc à la crise sécuritaire que traverse le Mali pardon, qui peut avoir une influence directe sur nos frontières. Voilà. Et bien sûr, la crise libyenne, où nous n'avons pas été des éléments, je dirais, de premier plan. Nous avons laissé le terrain à d'autres puissances étrangères d'agir, etc. Donc, il ne nous reste que des alliances. Et encore, est-ce que c'est des alliances tardives ou pas? C'est l'avenir qui nous dirait, bien sûr, l'évolution des choses. Parce que quand même, je ne veux pas me pronostiquer sur des données que je ne maîtrise pas. Et sans parler aussi du recul diplomatique vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Et bien sûr, toujours de la relation franco-algérienne qui pouvait être un point d'appui pour, comme d'habitude, nous avons toujours des points d'appui que sont pour entrer dans l'Union européenne en termes d'intérêt économique. La France étant un pays que nous connaissons très bien, il y a aussi le facteur langue aussi. Et nous avons aussi, malheureusement, même cette décision de passer d'une manière radicale, on est en train d'attendre et de voir du passage de l'anglais au français, et bien sûr de cette lutte acharnée de certains clans du régime contre la langue française. Et aussi, ceci, on peut toujours l'endosser comme étant une autre erreur qui a été commise par cette équipe. Aussi bien que l'anglais est une langue puissante, c'est la première langue internationale, c'est la langue aussi de la diplomatie, c'est la langue du business, c'est la langue dans certains secteurs, il faut impérativement partir vers l'anglais, tel que la numérisation, l'intelligence artificielle, mais on demeure que la majorité des universitaires algériens pratiquent le français aisément. Il serait donc un grand coup pour partir directement dans toutes les filières et les branches vers l'anglais. Au contraire, il faut se concentrer sur les intérêts de l'Algérie et ne pas prendre des choix idéologiques que certains cercles dans le régime et même dans la société en veulent à la langue française, à la culture française, parce que quelque part, ils ont d'autres visées idéologiques. Bon, Mohamed, il est déjà. Ça y est, Mohamed, déjà l'enseignement, etc., les choix, معليش. Mohamed, sinon, par rapport aux trois sources de légitimité, donc vous venez de citer Max Weber, la tradition, le charisme et la loi. Mais est-ce que ces trois sources, justement, est-ce qu'on peut en parler en Algérie des trois sources? Puisque vous-même, vous venez de dire que Tebboune est là grâce à Gaïd Salah, en vrai. Même si aujourd'hui les proches de Tebboune disent que bon, c'est des Ma'alish, la première fois c'est Gaïd Salah, mais le deuxième mandat, c'est le peuple qui a voté. C'est vrai ou c'est faux? Non, le peuple Gaïd Salah n'était pas là, c'est ce qu'ils avancent comme argument. Oui, mais est-ce que Gaïd Salah, c'est le seul homme dans l'armée? Et n'oublions pas que le peuple n'a pas vraiment n'a pas voté massivement. Lors de la deuxième élection, il y avait même un fiasco électoral. Il a été souligné par Asdi. Effectivement, les trois formes de légitimité, le régime d'autorité, de légitimité, le régime algérien ne les a pas. On assiste à un régime fébrile, émotionnel. Nous l'avons vu à maintes reprises. Surtout, rappelez-vous de différents communiqués de notre diplomatie à un moment donné, avant qu'elle se recorrige, avant qu'elle revoie sa communication. Il y avait beaucoup d'émotions. On le sent dans différentes affaires, que ce soit dans l'affaire de Amir DZ, que ce soit par exemple comment qu'ils ont réagi, etc.
Quand on parle de la rationalité, on parle de la compétence, et quand on voit des ministres, malheureusement, l'Algérie n'a pas été ainsi. Même moi, à l'époque, où on critiquait ceux qui critiquaient le régime, mais on peut admettre qu'il y a des compétences. Au jour d'aujourd'hui, ces compétences n'existent plus. Et ceci est très dangereux, surtout quand on fait appel à ses émotions. Et bien sûr, la société en elle-même est impactée. La perte de rationalité peut être un danger pour l'Algérie, parce que les choix où l'émotion intervient ne sont jamais de bons choix. Au contraire, on perd du raisonnement. Quant à la légitimité traditionnelle, personne ne peut valoir, enfin, je ne dirais pas personne, mais nous ne sommes pas une monarchie pour parler d'une légitimité traditionnelle qui se transmet de père en fils ou de grand-père à un neveu, etc., etc. Donc, il y a ceci. Pour la légitimité des urnes, on vient d'en parler. Cette forme de légitimité, le régime algérien ne l'a pas. Mohamed Damzian, avançons un peu justement sur ce bilan. Est-ce que Abdelmajid Tebboune a-t-il tenu sa promesse de la nouvelle République, Al-Jazair al-Jadida, et de rupture avec le système Bouteflika, ou nous assistons toujours à une reconfiguration du même système? Pardon, oui, je vais répondre, mais il s'agit pour la troisième la haute légitimité, c'est la légitimité charismatique. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un homme qui a du charisme, qui arrive à tourner, qui a une vision, qui arrive à faire tourner autour de lui des personnes. Et le régime algérien ne l'a pas. Voilà, pour corriger les trois sources de légitimité ou d'autorité, si vous voulez, de Max Weber. Pour votre question, alors, le système Bouteflika était malheureusement, à un moment donné, je me souviens, dans un think tank à Alger, parce que quand même nous avons commencé notre Hirak avant le Hirak, bien sûr, où nous avons toujours été parmi la tendance qui critiquait Bouteflika par des actions soit de terrain et bien sûr par des manifestations dans la presse à travers certains mouvements, etc. Toutefois, je me souviens avoir considéré, vu la corruption, vu les attaques aux institutions, à un moment donné, j'ai posé même la question dans un think tank, est-ce que Abdelaziz Bouteflika finalement n'arrange pas des intérêts étrangers? C'était juste une question, une hypothèse, vu la situation. En fait, l'époque de Abdelaziz Bouteflika, qui a surtout été émaillée par la corruption, elle a été aussi, n'oublions pas, par une restructuration des services de renseignement, surtout après l'affaire de Tign Tourin. En fait, l'affaire Tign Tourin est très louche, parce que comment qu'ils ont su qu'il y a un couloir où ils pouvaient passer, mais résultat, ceux qui ont tiré les dividendes, c'est le clan présidentiel. Et bien sûr, ceci a donné naissance à une forme, si vous voulez, d'un coup, ça a donné une forme à une reconfiguration. C'est-à-dire le renseignement, il a beau essayer de revenir comme à la configuration que nous connaissons l'état-major, le renseignement, après la présidence, ça ne pouvait plus être ainsi. Il y a au jour d'aujourd'hui un état-major et qui soutiennent le président algérien. Et ceci a un impact important sur la société. Donc, la militarisation même, je dirais, de différentes institutions, et vous pouvez même parler avec vos amis, si vous en avez, j'en suis sûr que vous en avez, dans différentes institutions, ils sont cet effet de militarisation. Nous sommes en train de vivre, si vous voulez, un état sécuritaire. En d'autres termes, si vous voulez, même les Algériens qui sont surveillés par d'autres Algériens qu'eux, malgré qu'ils n'ont aucune preuve qu'ils travaillent dans la police ou dans le renseignement général. Il y a cette ambiance de surveillance qui affecte psychologiquement les Algériens. Il y a ce climat de peur. Et ceci aussi rentre dans une autre situation qui est très dangereuse. Parce que si les Algériens, imaginez-vous que cette peur devient... D'ailleurs, l'effet de masse est un effet psychologique connu. Ça ne peut pas engendrer, parce que dans leur tête, ils pensent que ça va inhiber la société, mais ça peut engendrer un phénomène inverse, tel que nous connaissons les Algériens. Et s'il y a un soulèvement populaire, et vu le contexte international, je ne pense pas qu'ils vont gérer, parce qu'il y a beaucoup de puissances qui veulent en profiter. L'histoire humaine abonde en exemple. On pourrait citer un très bon exemple, et sans parler bien sûr des fuites qu'il y a à l'intérieur même du régime. D'ailleurs, beaucoup d'influenceurs ont des informations qui ne doivent pas leur tomber entre les mains, mais ils les ont. C'est une autre preuve aussi qu'à l'intérieur même du régime, il n'y a pas une unanimité, parce que, bien sûr, quand je dis unanimité, c'est-à-dire qu'il y a toujours des luttes claniques. Donc, dans cette situation,
avec un contexte international très difficile, un régime où il y a les luttes claniques, fébrile, émotionnel. Les choix stratégiques qu'il a fait, ils étaient tous pratiquement mauvais. Les choix tactiques aussi, il y a eu des erreurs. C'est pour ça qu'il y a un recul diplomatique. Donc, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre pays. Azdin Toumi, nous allons regarder cette petite vidéo. وأحمي الحريات وأحمي الحريات والحقوق الأساسية والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن للإنسان والمواطن. جزائر القانون والعدل والأخلاق، جزائر كما قلت وكررت لا يظلم فيها أحد. أنا توعدت بتغيير النظام ونغير النظام ونديروا إصلاحات عميقة. أنا قلت أنا شخصيا مع حرية الصحافة إلى أقصى حد. إن شاء الله مع بعض هذا الشباب هذا يلقى الخدمة ويلقى الوظائف نتاعو. وأسهر على استمرارية الدولة وأسهر على استمرارية الدولة. Azdin Toumi, alors passons un peu vers le bilan politique et liberté en Algérie, donc depuis l'arrivée de Tebboune. Comment, Azdin Toumi, on peut évaluer l'évolution des libertés en Algérie depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, la presse, les partis, les associations, la justice entre 2019 et 2025? Est-ce qu'on peut parler d'ouverture, du statu quo ou alors de régression? Il faut d'abord souligner que le recul et les premiers dépassements sur les droits humains et notamment les libertés, ça a commencé avant les élections du 12-12, ça a commencé à l'été 2019. Donc exactement à la fin du mois de juin 2019, on a vu les premières arrestations aux militants des associations ou des militants du Hirak, etc. Mais cette répression, elle faisait partie d'un plan qui, à mon sens, qui a été élaboré par le pouvoir pour réprimer justement le Hirak. Donc tout ce qui est venu après, c'est une continuité ou une suite logique. Donc à chaque fois, le pouvoir, en imposant les élections du 12-12 au peuple algérien, parce que la volonté populaire voulait autre chose. Le Hirak avait demandé un changement radical, ou au moins engager un processus démocratique qui va aboutir à un vrai changement à travers justement des mécanismes qui vont garantir cette transition. On était face à un pouvoir, à sa tête le chef d'état-major, le défunt, Gaïd Salah, qui ne voulait rien négocier, rien savoir. Il a fermé toutes les portes, soi-disant rester dans le cadre constitutionnel, ne pas sortir du cadre constitutionnel. Donc, il fallait organiser ces élections. Donc, dès lors qu'on impose comme ça, qu'on tourne le dos à la volonté populaire, tout ce qui va venir après va être contraire à la volonté populaire. Donc, c'est pour ça que les résultats aujourd'hui ne peuvent qu'être catastrophiques, négatifs sur tous les plans, politiques et autres. Donc, le pouvoir, pour permettre à son plan de fonctionner, il était contraint à chaque fois de verrouiller les espaces, de réprimer la parole libre, de réprimer les opposants, d'intimider, d'emprisonner, parce que sa feuille de route, tout simplement, ne se pose pas sur des bases légitimes qui émanent du peuple. Donc, jusqu'à présent, on est en train d'imposer aux Algériens cette feuille de route. Donc, aujourd'hui, sur la question des libertés, on a franchi toutes les barrières. On a vu des avocats poursuivis en justice, voire condamnés. On a vu des journalistes emprisonnés. On a vu des hommes politiques, des chefs de parti qui ont été emprisonnés. On a vu des partis politiques
se voir leur agrément retiré après 20 ans d'exercice ou plus, même dans les moments difficiles que vivait l'Algérie, c'était des partis qui ont existé, qui ont eu des activités, etc. Donc, on a vu des associations qui ont été dissoutes, etc. Donc, sur le plan des libertés, on a franchi quand même des barrières vraiment très avancées. Et puis, on a un chef de l'État qui, ne serait-ce que le porte-parole de ce pouvoir ou de ce régime, donc il nie l'existence de détenus d'opinion ou de dépassements sur les libertés, etc. Donc voilà la situation. Après, sur le plan politique, on a vu une vie politique inexistante. Donc ils ont tout fermé pour nous laisser des espaces que pour des charlatans, pour des clowns parfois qui font le show. On a vu comment l'image de la politique dans le pays c'est complètement dégradé. Des chefs de parti qui n'ont même pas la capacité d'être capable ou de la capacité de prononcer des discours qui peuvent être donc écoutés par les populations. Donc ils sont à la tête de partis politiques qui ne représentent, qui n'ont aucun ancrage dans la société, qui sont là, qu'ils attendent soit des instructions qui leur viennent du sérail du pouvoir pour les orienter sur leur discours. Sinon, ils sont là à soutenir, même sans qu'on leur demande, parce que c'est la culture des années d'avant qui est en train d'être refaite. Donc, on a vu ça avec les années de Bouteflika, on a vu ça à l'ère Zarwal, on a vu ça bien avant. Donc, aujourd'hui, on a une scène politique qui est composée d'un pouvoir et autour, il y a une classe politique complètement... Azdine, tout ça, malgré les promesses d'Abdelmajid Tebboune, le lendemain justement de son arrivée au pouvoir, nous allons l'écouter dans cette vidéo. Azdine Toumi, bon, nous allons revenir à la vidéo après. Azdine Toumi, justement, Abdelmajid Tebboune, il a tenu des promesses le lendemain de son élection, qu'il allait répondre positivement à toutes les revendications du Hirak. Un état de droit, la lutte contre la corruption systémique, renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce qu'on peut parler de toutes ces promesses aujourd'hui, 6 ans après? Ça reste au titre de promesses. Et il continue de promettre au peuple algérien 400 milliards de dollars de PIB d'ici fin 2027, d'avoir une économie, de sortir de la dépendance aux hydrocarbures et d'avoir une économie qui dépendra des exportations hors hydrocarbures. Mais on n'arrive même pas à faire 5 milliards de dollars. Il est en train de promettre d'endiguer la crise de l'eau. On voit aujourd'hui. Donc même ce quotidien des Algériens, quand ils sont concernés par l'achat de véhicules ou l'accès à l'eau, le pouvoir d'achat, etc. Donc on voit que le citoyen, il est en train de constater que ce pouvoir, il est incapable d'apporter une quelconque réponse à leurs problèmes, à leur quotidien. C'est pour ça que j'avais commencé dès le début de dire qu'il y a ces deux images. Quand on essaye de les mettre côte à côte comme ça, donc on va être frappé. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit dans la société qui est partagé entre un stress et une inquiétude par rapport à l'avenir de nos enfants, par rapport à l'avenir de notre pays. On a une société fracturée, on a les débats concarroyés
révolu ce débat sur l'identité, sur l'histoire de notre pays. On a cru que, voilà, avec la constitutionnalisation de la question amazigh, par exemple, ou autre, que voilà, on est passé à autre chose. Mais tout ça, c'est l'échec d'un régime qui était incapable d'avoir un projet pour l'Algérie tout entière, où tous les Algériens peuvent s'identifier. Donc, ils ont fait de régionalisme une carte pour régner. Ben voilà, aujourd'hui, on est face à une situation où toute cette carte de régionalisme, bien au contraire, pose un problème, un vrai problème pour notre pays. Quand vous avez au Hirak, ils interdisaient le drapeau amazigh, qui est un drapeau qui symbolise la culture amazigh, qui n'est même pas propre à l'Algérie ou à la Kabylie, mais à toute l'Afrique du Nord, jusqu'aux frontières de l'Égypte. Donc c'est un symbole de tout un territoire, de toute une histoire millénaire du peuple. Donc l'échec, il est là. Après, comme nous sommes dans un régime où les responsables sont dans une impunité totale, donc un chef d'État, il fait des promesses et après, qui va dire, qui va l'obliger à donner un bilan, d'être responsable. Donc ça, on est dans un État autoritaire, on n'est pas dans un État démocratique, un État de droit, où il y a une séparation des pouvoirs, justement, où il y a cette justice indépendante qui est là pour empêcher l'abus, pour empêcher les dépassements dans le pouvoir qui peuvent juger un ministre, un chef d'État, etc. On a vu en France un ancien président de la République passer par 20... Oui, Azdine, c'est la question que je vais poser justement tout de suite à Mohamed Mziane Rahmoun, lui le défenseur des droits de l'homme justement, qui milite au sein de Riposte Internationale. Mais avant ça, retour en image à ce 12-12-2019. السلام عليكم. الخميس 12 ديسمبر صور حصرية من البريد المركزي. تشاهدوا الشعب راهو خرج لي راهم ضد الانتخابات تاع 12 ديسمبر. دونك والله العظيم غير مهزلة. تحية الجزائر وتحية الأحرار. دونك برك باش نلحق لكم برك الانفورماسيون باللي الناس راهي لبرا راهي تخرج. ان شاء الله النضال دائما مستمر. Mohamed Mziane Rahmoun, sur ces images, nous avons un peuple qui a refusé ces élections justement du 12-12-2019. Sinon, en matière des libertés, Mohamed Mziane, des droits de l'homme, des libertés, quel bilan justement faites-vous de ces dernières années de Tebboune? Je pense que nous assistons à un rétrécissement exponentiel en fait des libertés et bien sûr même sur le plan des droits de l'homme. N'oublions pas qu'il y a eu des lois liberticides qui ont été remodelées en faveur du régime, par exemple de la loi 87 bis, qui est devenue une épée de Damoclès sur la tête de tout un Algérien. Tout le monde peut se trouver être traité, si vous voulez, de terroriste. Un simple exemple, imaginons une personne dans une institution publique va tout simplement essayer d'initier quelque chose en vue d'améliorer sa situation sociale, ou si vous voulez, il n'est pas content, parce qu'il essaie, ou tout simplement il va parler même du changement, de la nécessité d'un changement de régime d'une manière pacifique, il peut se retrouver accusé de terroriste parce qu'ils vont vous dire que changement de mode de gouvernance sans un moyen institutionnel, c'est-à-dire il faut qu'il soit adhérent à un parti politique, etc., etc., etc. Or, la scène politique algérienne est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne veulent pas intégrer les partis politiques, à tort ou à raison. Certains partis politiques sont connus, ils sont tout simplement juste des appendices du régime, donc c'est tout à fait normal que tous ceux qui aspirent au changement vont se méfier de ce genre de partis. D'autres essayent d'animer la scène politique, tout simplement d'avoir des initiatives
très louable, à l'exemple du RCD, que je cite à plusieurs reprises. Toutefois, pour être dans un parti, il faut bien sûr épouser toutes les idées, le mécanisme de fonctionnement. Et certains préfèrent les associations qui, malheureusement, pour Rage, elle est complètement dissoute. La Ligue est complètement dissoute. Donc, l'Algérien se retrouve quelque part pour ceux qui ont des idées différentes ou tout simplement ils veulent faire des initiatives différentes, créer un nouveau parti, ils se retrouvent dans une incapacité d'agir. Sans parler, bien sûr, des différentes mandats, des différentes convocations, des personnes qui partent en prison, ils sortent, ils repartent en prison. Il y a, à ma connaissance, des milliers, imaginons des milliers de personnes depuis 2019 à ce jour, qui sont partis par la case prison, des milliers. Bien sûr, il y a aussi, je parle de ceux aussi, à l'intérieur de contenu dans ce chiffre, approximatif, parce que certains vous parlent d'une dizaine de milliers. Ils partent, ils ressortent, ils partent, ils ressortent, sans parler, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 200 personnes emprisonnées. Pas plus loin que quelques jours, j'ai donné par exemple des noms que personne ne connaît. C'est ça l'actualité de l'Algérien. Un citoyen lambda se retrouve à avoir des démêlés avec la justice, tel qu'Abdelhamid Bouziza, que vous ne connaissez pas. Je sais, c'est une inconnue. Il y a beaucoup d'Algériens inconnus, malheureusement, qui sont en train de subir. Tahar Boutsah, Sofiane Dahmachi, et bien sûr, nous connaissons Abdelkrim Zrilesh qui a des démêlés avec il est convoqué, etc. etc. Donc, c'est l'actualité aussi sur le plan des droits de l'homme. Et sans parler aussi des cas où il y a eu des sévices physiques, surtout pendant la période de 2019. Et ils sont connus, ça ne sert à rien de les reproduire. On va peut-être encore choquer leur famille, peut-être qu'ils ne voudraient pas qu'on prononce leur nom, mais ce sont des cas connus que tout un chacun peut retrouver. Ils sont documentés, soit dans les rapports que nous avons faits, les rapports d'Amnesty International, les rapports du département d'État américain, ils sont documentés. Donc, sur ce plan, je pense que le régime lui-même le sait. Le sait parce que l'ordre certainement est venu à l'intérieur même du régime. Et c'est pour ça que c'est une situation très difficile, parce que ceci va encore augmenter les frustrations, ça va augmenter le ressentiment, la colère, malgré qu'elle ne se voit pas, elle se contrôle par peur, mais à un moment donné, imaginons que nous allons avoir une explosion. C'est ça qui m'effraie le plus. Qu'est-ce qui peut rester d'une Algérie justement après une explosion non maîtrisée? Parce que même s'ils essayent d'utiliser le bâton d'autres... Mohamed Mzad Rahmoun, dans le même registre, est-ce que le Parlement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Parlement algérien, les institutions de contrôle, jouent-ils vraiment un rôle aujourd'hui réel de contre-pouvoir depuis l'arrivée de Tebboune? Vous connaissez la réponse, pas depuis oui, je pose la question quand même. Oui, depuis l'arrivée de Tebboune, le Parlement a été toujours une caisse d'enregistrement. Ça a été toujours ainsi. D'ailleurs, puisqu'on en parle, à chaque fois, je rends hommage à Maître Mustafa Bouchechi qui, rappelons-nous, après les législatives qui ont amené le Front des Forces socialistes à participer, bien sûr, beaucoup ont été contre, y compris ma personne, etc., parce que nous avons toujours pensé que le FFS pouvait être le parti qui pouvait jouer un rôle important dans le changement, mais n'empêche que malgré ceci, il a compris, il a démissionné. Il avait démissionné, je le salue, je l'ai salué à cette époque et je le salue maintenant en lui rendant hommage. Ça a été toujours une caisse d'enregistrement. Est-ce que vous connaissez un seul parlementaire député depuis l'arrivée de Tebboune jusqu'à aujourd'hui? Franchement, moi, je pense que je sais qu'il y a des groupes parlementaires, il y a des partis à l'intérieur, je peux vous les citer, mais les noms, non, franchement, parce que je vois cette fois comme ça, rapidement, les débats, les lois passent rapidement, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas un débat contradictoire, il n'y a plus réellement une vie politique, si vous voulez, au sens propre d'une vie politique. Parce que, vous savez, l'indicateur, c'est la loi des mines. Oui. C'est une loi qui est contre l'intérêt national. Voilà. C'est pratiquement une offre.
Et même à l'époque de Bouteflika, ça ne pouvait pas s'imaginer. Au jour d'aujourd'hui, je dirais, vu la faiblesse, parce qu'ils ont compris que les luttes mondiales d'aujourd'hui, c'est aussi pour les terres rares, c'est les richesses minières. Peut-être que par peur, parce que le régime algérien a peur, il a décidé, nous, on va faciliter la vie aux puissances, comme ça, ils ne vont pas nous faire, nous causer des pressions. Mais à mon sens, pour qu'il n'y ait pas de pression, parce que tout le monde sait, ils le savent aussi, que sur le plan des droits de l'homme, tout est au rouge. Ils savent que les observateurs observent, ils savent que ceux qui connaissent les sociétés comprennent les bons moments pour qu'ils puissent un tout petit peu rajouter à la Brzezinski toujours pour disloquer les sociétés. Ils savent tout ça. Donc, comment empêcher tout ça? C'est ça la question qu'ils doivent se poser. Ils doivent se faire le mea culpa. À un moment donné, j'ai dit que tout un chacun de nous fait son mea culpa, c'est notre pays. L'opposition démocratique doit enlever l'ego pour s'associer. Le régime algérien, il doit savoir qu'il a commis des erreurs très très graves sur le plan, pas que tactique, stratégique, qui peuvent nuire à l'avenir du pays. Mais comme il n'est pas trop tard, il doit bien réfléchir comment faire. Et la première chose à faire, c'est d'abolir toutes ces lois liberticides et bien sûr de libérer tous les détenus ainsi que chez Meldad. Ça, c'est la première. Il nous reste que 7 minutes, je pense, à Azdine Toumi. Plus les réponses sont courtes, plus voilà, toutes les questions seraient posées. Azdine Toumi. Alors, si on parle un peu de croissance, de l'économie, diversification hors hydrocarbures, l'exportation, pouvoir d'achat, inflation, sur ces années de Tebboune. Quoi qu'on fasse, le tableau il reste noir. On a une économie précaire, toujours dépendante des hydrocarbures. Surtout ces derniers temps, on a vu les prix du baril chuter. Donc, on est à la merci des marchés mondiaux sur les hydrocarbures. On n'a aucune ressource en dehors de ça. Donc, c'est ce qui nous met, dans une situation précaire. On a vu même la semaine passée le ministre des Énergies recevoir une délégation du FMI pour voir la possibilité discuter sur des projets de garage billet ou de comment s'appelle le hadba pour le phosphate et d'autres projets, le zinc de Amizour. Donc ça renseigne que ça nous renseigne sur la situation, que le pouvoir il sait pertinemment qu'il n'a plus la capacité de financer ces projets. Donc peut-être sur certains projets, on ira à l'endettement extérieur, même si aujourd'hui nous sommes dans une situation d'endettement intérieur. Donc sur certains projets, même le chef de l'État l'avait dit, hein, je vais aller dans des banques, par exemple la Banque africaine, etc., pour s'endetter et financer des projets entre guillemets, soi-disant rentable. Ça, c'est un autre. Après, le pouvoir d'achat, on a vu la situation des Algériens. Comment c'est. D'abord, le phénomène de Haraga, il nous renseigne sur l'état d'esprit des Algériens, sur cette inquiétude généralisée. Et puis, cette histoire de tous ces jeunes qui partent récupérer les 750 €, puis faire tout un scénario pour pouvoir bénéficier d'un peu de cet argent pour le changer, faire le change dans le square, etc. Donc, il y a la situation et les difficiles. À chaque fois qu'il y ait des occasions, rentrées scolaires, les fêtes, etc., on a vu les familles algériennes qui abordent ces occasions avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Aujourd'hui, l'accès à la voiture est devenu très difficile dans le pays. Dans le chômage, quand vous avez des responsables qui sont fiers d'avoir distribué à 2 300 000 de chômeurs une allocation chômage, ils sont fiers jusqu'au point de dire qu'on n'a pas de chômage, parce que pour eux, le chômage, tellement il est rémunéré, donc c'est presque un travail pour eux. Or que ces jeunes-là, ils ont besoin de travail pour construire leur avenir. Voilà. Donc la situation, quoi qu'on fasse, la réalité nous ramène toujours à ce tableau noir et sombre. Et cette situation... D'accord. Passons direct aux affaires extérieures, à l'image de l'Algérie, à la diplomatie. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a perdu? On a l'influence régionale, les BRICS, le Sahara occidental, la France, le Maroc, les Émirats.
Beaucoup de crédibilité, ça c'est très important. Donc l'image du pays a pris un coup, les institutions aussi, donc il y a un discrédit à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on n'a pas vu des investisseurs venir investir dans notre pays, malgré les largesses, malgré les concessions qui ont été faites, comme l'a dit Mohand sur la loi des mines et autres. Et puis sur la question des droits de l'homme, aujourd'hui, avec l'emprisonnement de Sansal, on a vu ce que ça a engendré comme image du pays, et puis les autres détenus qui sont en centaines, par centaines dans nos prisons, dont Cherif Mellal, Mokhnash, donc dernièrement, Bouakba a passé une semaine en prison, donc il y a d'autres personnes, l'Alami Tajadit et tous les autres, donc femmes et hommes. Donc ça aussi, ça donne une mauvaise image de notre pays. Donc dans tout ça, après l'échec de BRICS, moi je pense qu'il faut toute une émission pour développer ce sujet-là. Donc l'échec du BRICS et l'incapacité d'industrialiser le pays, donc ni l'industrie automobile, ni l'industrie pétrochimique, ni l'industrie lourde, le pouvoir n'a pas réussi à créer une quelconque ce qu'il appelait un quelconque décollage, comme il l'a appelé, économique. Donc, on est dans cette situation. Et puis, il y a cette crise politique qui est là, qui est en train de s'aggraver avec cette histoire de séparatisme et tout. Donc, qui va, encore une fois, malheureusement, donner l'occasion au régime de verrouiller encore plus, de se refermer sur lui-même encore plus, de réprimer encore plus et de réduire les espaces encore plus, notamment en Kabylie ailleurs. Adetoumi, je reviens pour une dernière question par rapport aux perspectives, mais rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mohamed Amzial, sur cette question de l'international, quel bilan? Ben, il y a un recul sur les questions internationales. Déjà, par rapport au Sahara occidental, j'ai dit, bien sûr, preuve à l'appui, en analysant déjà la résolution, les tenants, les aboutissants. C'est un recul, ce n'est pas une victoire complètement marocaine, mais ce n'est pas une défaite aussi algérienne, qu'on soit bien d'accord. Par contre, sur la question du Mali et comment que ce dossier a été traité, malheureusement, je ne suis pas d'accord tout à fait. Preuve en est, pardon? Avec la France? Oui, avec la France, il y avait des erreurs importantes. L'affaire Boualem Sansal est survenue dans un contexte. Bien sûr, je répète, nous l'avons soutenu par principe, mais n'empêche qu'il savait pertinemment que quand il est venu, après cette déclaration, il aurait certainement, il s'est dit, quand même, il aurait pu, et certainement, il a mis l'hypothèse d'avoir des problèmes. Donc, entre guillemets. Mais ce n'est pas Boualem Sansal qui est la cause des démêlés, c'était la reconnaissance de la marocanité du Sahara sur la marocanité du Sahara, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'était ça qui a un tout petit peu fait virer au rouge le régime algérien. Mais après, il y avait une suite d'erreurs parce que l'extrême droite profitait de cette situation pour essayer à tout prix remarquer les discours, que ce soit Drioncourt, que ce soit Zemmour, que ce soit tous ceux qui sont dans l'extrême droite. D'ailleurs, dans une émission, j'ai parlé de l'extrême droite et même de ses financeurs, ont toujours stigmatisé le régime algérien, mais en fait, c'est un alibi, c'est l'Algérie qui est visée. Le régime algérien a donné à tous ces gens le moyen de tirer. Et c'est une grave erreur, parce qu'au contraire, la France doit être un allié stratégique, et ils le savent. Non seulement sur le plan de la langue, qu'on le veuille ou pas, il y a certainement un clan du régime algérien qui ne veut pas de ça pour des raisons idéologiques. Bien sûr, ils existent. C'est pour ça qu'ils sont contre le français. Ils pensent que la langue française concurrence la langue arabe, concurrence donc l'islam. Ils ont toutes ces idées qui, je ne sais même pas comment... Merci Mohamed Amzial, on arrive à la fin de l'émission. Je reviens pour une dernière question, mais rapidement, 30 secondes. Azdine Toumi, quelle perspective? Azdine Toumi. Oui, je vous entends. Oui, allez-y. C'est plus de verrouillage, plus de répression, plus de restrictions sur les libertés. Avec la crise politique du séparatisme, le régime va certainement trouver encore une fois le prétexte
de s'imposer encore plus avec plus de violence, plus d'agressivité, parce que ce qui l'intéresse, lui, à la fin, c'est de se maintenir et il n'hésite pas à utiliser toutes les cartes qui se dressent devant lui pour satisfaire ce besoin de se maintenir et assurer la pérennité de leur pouvoir. Merci à Teksaha Azdin Toumi. Merci. Mohamed Amzian, même question. Quelle perspective rapidement? Nous n'avons pas le temps. J'espère que le régime algérien va ouvrir ses yeux pour qu'il puisse retourner en arrière. La situation est très grave. Si ça continue, la situation peut lui échapper et les enjeux internationaux sont très importants et ils s'accélèrent. Merci Mohamed Amzian Rahmoun, Yatek Saha. Merci Azdin Toumi. Merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain, Inch'Allah.